Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir justement pour cette session parallèle en français. C'est une première au GTI et c'est une première pour nous à la Confégesse. Nous allons avoir justement plusieurs panélistes qui vont présenter soit de leur pays ou présenter l'institution que nous représentons ici, qui est la Confégesse, la Conférence des ministres de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Nous aurons dans un premier temps comme présentatrice, elle va nous présenter la Confégesse, nous dire c'est quoi la Confégesse, que fait la Confégesse. Il s'agit de Madame Ariane Sylvaine Bissic, directrice adjointe au sport à la Confégesse. Suivra tout de suite Madame Valiola Saint-Louis-Gilmus qui va vous présenter le GTCF, le groupe de travail Femmes, Jeunesse et Sport de la Confégesse. Et après cette présentation de la Confégesse, puisque justement la Confégesse est un rencontre, met ensemble, se retrouvent au sein de la Confégesse plusieurs pays, nous allons avoir des présentations par pays. Et nous allons commencer naturellement par ordre alphabétique avec le Cameroun, que Madame Marie-Louise Mbita, qui est professeure d'éducation physique, mais aussi conseillère technique du ministre des Sports du Cameroun, elle va nous présenter la place et ce que font les femmes en matière de sport au Cameroun. Tout de suite après, nous aurons une présentation sur Haïti. Haïti, pays membre aussi de la Confégesse. Après ça, nous aurons le Madagascar, que le docteur Madame Odile Edith Razaka nous présentera. Après le Madagascar, nous aurons la Mauritanie, puis le Togo et finalement une expérience intéressante avec la Tunisie. J'appelle tout de suite Madame Ariane Sylvaine Bissic pour sa présentation. Elle va nous présenter la Confégesse, nous dire c'est quoi la Confégesse. Ariane? Oui. Merci Valiola. Je voudrais rapidement vous présenter ce que c'est que la Confégesse avec tout ce qu'elle fait pour le sport féminin et la participation des femmes aux activités de jeunesse et des sports. Voilà, la Confégesse, c'est une institution de la francophonie qui œuvre pour l'avancement des femmes dans des activités de jeunesse et des sports, ainsi que tous les jeunes de l'espace francophone. D'abord, je voudrais vous dire que la Confégesse est née je voudrais vous présenter rapidement l'historique de la Confégesse. La Confégesse est le bébé de la francophonie qui est né à Paris en 1969 et elle a évolué dans les appellations au point que de Conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays d'expression française, elle est devenue Conférence des ministres des sports et des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie en 2011. Elle est devenue une institution en part entière de la francophonie et à partir de 2005, elle a adopté le cadre décennal de la francophonie. Là, c'est la présentation mondiale des pays membres de la Confégesse disséminés dans les 5 continents. Voilà la présentation selon les zones géographiques, Amérique, Europe du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique du Nord, Méditerranée, Europe centrale, Océan Indien, Asie, Caraïbes. Vous avez vu la francophonie par la Confégesse est vraiment disséminée. Quels sont ses objectifs? Elle conseille et appuie les pays membres en politique de jeunesse, sport et loisirs, forme les formateurs,
encourage les initiatives pour les jeunes, pour lutter contre le chômage, encourage le développement de la vie associative, contribue au développement de la formation de l'élite sportive, encourage les rencontres sportives et surtout encourage la participation des femmes. Là, c'est les ministres de la Confégès à une époque donnée. Bon, l'organigramme de la Confégès repose sur une conférence, qui est la conférence ministérielle, c'est l'organe suprême, le bureau, la commission des experts, les organes consultatifs, parmi lesquels le GTCF, qui est le groupe de réflexion sur l'avancement et la participation des femmes aux activités de jeunesse et des sports, et puis le secrétariat général, qui est l'organe permanent basé à Dakar. La conférence ministérielle se réunit tous les 2 ans. Elle est composée des ministres de la jeunesse et des sports de tous les États membres. Vous avez vu tout à l'heure la carte de la Confégès. Elle se réunit tous les 2 ans et examine toutes les questions relatives à la Confégès. Ensuite, nous avons le bureau, qui est en fait l'organe de réflexion de la Confégès, la commission des experts, qui soutiennent la Confégès dans la mise en œuvre des politiques particulières. Le secrétaire général, qui est l'organe permanent, est basé à Dakar. Et voilà donc les missions, veillent à la mise en œuvre des résolutions. L'équipe du secrétariat général est composée d'un personnel cadre et d'un personnel de recrutement local que voilà. Le secrétaire général actuel, c'est un Nigérien, M. Ali Bourama, un conseiller technique français qui est là, le conseiller technique jeunesse est du Canada, qui est en cours de recrutement. Le directeur des programmes jeunesse est en cours de recrutement. Madame la directrice administrative est du Sénégal. Le directeur des sports est de Côte d'Ivoire. La directrice adjointe des sports, votre humble serviteur, est du Cameroun. Le directeur adjoint de la jeunesse est du Sénégal et le directeur administratif financier adjoint est en cours de recrutement et appuyé par le personnel local que vous retrouvez en bas. L'année 2014 est une année de transition et elle comporte tous ces axes-là. D'abord, le secrétariat général est composé de 4 programmes. Nous avons les axes stratégiques et politiques du secrétaire général. Vous avez vu programme action stratégique, programme jeunesse, programme sport et puis égalité hommes-femmes. En égalité, voilà donc les actions stratégiques du secrétariat général. Vous le verrez également sur les tableaux dehors. Voilà le programme jeunesse. Ensuite, le programme de développement de sport. Nous avons le Fonds francophone de préparation olympique. Nous avons la participation des femmes aux activités de sport. C'est l'axe transversal qui a pour principal objectif le renforcement des capacités des femmes, leaders dans les techniques de mobilisation des ressources féminines pour un développement durable à travers leur participation aux activités de jeunesse et des sports, aussi bien comme pratiquantes qu'au poste de décision. À travers les exposés des pays tout à l'heure, vous comprendrez que dans l'espace francophone au niveau africain, ce premier objectif est vraiment primordial parce que le sport est une activité qui initialement n'était pas dédiée aux femmes en Afrique. Ensuite, dans ce cadre de développement de la participation des femmes, nous incitons les femmes à entrer en contact avec d'autres femmes et qui partagent les mêmes idéaux de promotion de la femme dans certaines activités. Ensuite, les femmes se retrouvent de temps en temps pour échanger les bonnes pratiques, pour celles qui ont eu des expériences positives, pour partager avec les autres le processus qui a abouti à leur réussite. Ainsi donc, Valiola, en passant la parole aux autres dames pour qu'elles parlent de leur pays, je vous remercie de votre attention. Merci Ariane. Tu vas rester avec nous près des tables. Merci. La Confégès, parce que justement elle a fait du genre un point crucial, un point important dans sa programmation, c'est devenu un axe transversal. La Confégès a mis en place un groupe de travail. C'est le groupe de travail Confégès pour la promotion et la participation des femmes dans les activités de jeunesse et de sport.
la prochaine présentation, s'il vous plaît, présentation du GTCF. The next presentation, please. Yes, thank you. Créé en 2000, le GTCF a été mis sur pied avec justement cette présidente, Madame Aminata Diack du Sénégal. Elle, et je crois que toutes celles qui étaient à Montréal l'ont rencontrée lors de la conférence mondiale du GTI parce qu'elle était présente. Malheureusement, elle nous a laissés et on a vu justement le GTCF prendre du temps pour se remettre en place. Bien qu'on a eu une directrice adjointe de jeunesse, c'était aussi Aminata, qui avait essayé de remettre en place le GTCF, qui malheureusement n'a pu attendre que 2006 à Marrakech, au cours du Forum international Femmes, Jeunesse et Sport, pour reprendre vie. Et elle a repris vie avec une personne qui est là dans la salle. Elle a été élue à ce moment-là coordonnatrice internationale du GTCF. Il s'agit de Madame Flora Eteta. Bonjour Flora, merci d'être avec nous. Et elle a justement présidé ce groupe de travail de 2006 à 2009. Et comme c'est prévu dans les textes de la Confégesse, chaque 4 ans, il fallait renouveler le bureau du GTCF. Et ça a été le cas au Liban en 2009, où, justement, avec le secrétaire général, cette assemblée générale a eu lieu et ça a été l'élection de Mme Valiola Saint-Louis-Gilmus comme coordonnatrice internationale du GTCF. Et en 2013, tel que prévu dans les textes, l'Assemblée générale s'est tenue et ça a été une Assemblée générale où on a renouvelé les membres du bureau et la coordonnatrice internationale a été maintenue à son poste. Et c'était encore Mme Valiola Saint-Louis-Gilmus. Les membres du GTCF sont délégués par leurs ministres. C'est les ministres qui les choisissent et qui les délèguent à la Confégesse en tant que délégués GTCF. Naturellement, pour faire marcher le GTCF, pour garder contact avec la Confégesse, un bureau est mis en place. Et ce bureau est composé d'une coordonnatrice internationale et des coordonnatrices régionales de zones, telles que ça a été présenté tout à l'heure. On a 3 délégués au niveau de la zone A, Amérique-Europe, 2 au niveau de la zone B, Afrique de l'Ouest, 2 au niveau de la zone C, Afrique centrale et Grands Lacs, et 2 au niveau de la zone D, Afrique du Nord, Méditerranée, Europe centrale, et 2 au niveau de la zone E, l'océan Indien, Asie et Caraïbes. Et ça, c'est l'actuel bureau du GTCF, le bureau actuel 2013-2017. Il y a une personne qui n'est pas sur la photo, mais croyez bien qu'elle nous manque, et elle nous manque même dans la salle. Il s'agit de la déléguée de la France, Madame Madeleine de la Perrière. Et je suis sûre qu'elle nous écoute et qu'elle nous regarde maintenant. Mais je sais que dans la salle, nous avons la représentante de la Belgique avec nous. Nous avons aussi dans la salle avec nous la représentante de la Tunisie, Imen. Et aussi avec nous dans la salle, la représentante, la coordonnatrice régionale sport pour l'océan Indien, Asie et Caraïbes, Odile Edith. Donc, c'est vous dire qu'avec le GTCF, avec la Confégesse, on se retrouve avec 43 pays membres. Dites-vous bien que ces 43 pays ne pourront pas venir vous dire ce qu'ils font en matière de femmes et de jeunesse, en matière de femmes et sport dans leur pays. Mais tout de suite, nous allons demander à Madame Marie-Louise Mbita du Cameroun de nous rejoindre pour nous dire comment ça se passe au niveau du Cameroun pour les femmes dans le sport.
Merci de me donner l'opportunité de présenter modestement ce qui se passe au Cameroun, membre de la CONFEJES, située au fond du golfe de Guinée en Afrique centrale. L'état de lieu. Nous avons d'abord un aspect positif où l'État du Cameroun reconnaît l'existence par les textes de la Constitution. L'existence, il prend des dispositions dans la Constitution pour prévoir des dispositions réglementaires non discriminantes en milieu socio-éducatif, dans les mouvements sportifs, paralympiques et olympiques. L'institution d'un programme de développement des infrastructures sportives, le PENDIS, et l'évolution des préjugés, parce qu'en Afrique, nous sommes victimes de plusieurs préjugés. Voilà quelques photos d'une participation, d'une formation de jeunes filles en athlétisme, mais nous faisons des activités mixtes. Il y a aussi de meilleurs résultats nationaux et internationaux engrangés par les filles et les femmes. Nous avons des doubles médaillés olympiques, de multiples championnes d'Afrique. Les femmes, de plus en plus, occupent des postes de responsabilité au niveau des organisations sportives, dans les fédérations et dans les organisations internationales. Nous notons également une croissance numérique des professionnels, c'est-à-dire que nous avons à la fin de formation des enseignantes, nous avons des enseignantes en administration du sport, des entraîneurs, des arbitres, elles sont un peu partout. Elles occupent des postes de responsabilité. Par exemple, nous avons une dame qui est inspecteur général des services. Votre modeste serviteur occupe la place de conseiller technique numéro 2 du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Plusieurs sont des sous-directrices, des chefs de service et des chefs de bureau. Voilà un exemple d'activité mixte, une randonnée pédestre. Nous intégrons de plus en plus les hommes dans nos activités et vice-versa. Quelques aspects négatifs. Il y a une grande différence entre les textes et ce qui se passe dans la réalité. Donc la parité est loin d'être atteinte. Il y a un manque de confiance de soi chez les femmes, absence d'engouement des filles. Il y a des lourdeurs socioculturelles et religieuses qui pèsent beaucoup sur la pratique du sport par le genre, des préjugés tels qu'une femme qui pratique du sport ne peut pas avoir d'enfants, elles sont peu sérieuses, elles sont légères. Ça, c'est des préjugés auxquels nous faisons face. Et tout ceci a comme conséquence une présence insuffisante dans les cercles de décision. Lorsque nous ne pouvons pas avoir des femmes dans les cercles de décision, il est difficile pour que d'autres parlent à notre place. Il y a la réticence à pratiquer du sport, l'obésité et bien d'autres maladies qui gênent la pratique du sport. Il y a le vieillissement précoce, la qualité de vie reste précaire. Comme action de promotion de la participation des femmes et des filles en sport, nous avons procédé à une mise en place de centres de sensibilisation des pratiques du sport adaptés à tous. Donc, nous collaborons avec la Fédération de sport pour tous. Nous organisons des événements sportifs mixtes, tels que nous avons vus sur une photo, et séparés pour promouvoir la confiance en soi. Vous savez, la femme est victime, la pudeur pèse beaucoup sur elle, et donc nous sommes en train de promouvoir des activités séparées pour qu'elle reprenne sa confiance. Promotion et sensibilisation de proximité sur les bienfaits du sport. La formation et le renforcement de capacités en administration et gestion du sport sont régulièrement programmés. Donc, nous insistons sur la formation au leadership, la formation aux métiers connexes du sport. Ceci nous permet de lutter contre le chômage. Si déjà elles savent comment gérer les structures socio-éducatives et sportives,
elles trouvent par là les occasions de trouver des métiers. Nous incitons aussi à la pratique associative du sport, l'information et sensibilisation des parents, afin qu'ils sachent que le sport n'est pas un vain mot et le fait de pratiquer cette activité est un gain. Voilà une séance de formation des entraîneurs de basketball à Yaoundé au Cameroun. Là, nous encourageons une lauréate des Jeux de la francophonie de Nice récemment au cours de la cérémonie de clôture du club Conféges pour les athlètes. Bon, ceci dit, je crois que je ne vais pas davantage m'étendre. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci Marie-Louise. Ça a été un plaisir de faire ce petit tour au Cameroun avec toi. Tu peux rejoindre Ariane, s'il te plaît. Ouf. Je dis ouf parce que je ne m'attendais pas à ce que dans l'ordre alphabétique, ça soit Haïti qui vienne tout de suite. Je serai donc obligée de présenter Haïti pour vous, de présenter les femmes dans le sport en Haïti. Les femmes dans le sport en Haïti sont abordées dans cette présentation au niveau de la pratique, mais aussi au niveau de la gouvernance. Au niveau de la pratique, automatiquement, quand on parle de pratique sportive, ça veut dire qu'il faut aller vers les athlètes. Qui sont ceux qui pratiquent? Et pour ça, on a fait un tour auprès des fédérations qui nous ont donné, qui nous ont présenté leur nombre de licenciés. 22 fédérations, comme vous le remarquez là, il y en a pour lesquelles les données ne sont même pas disponibles, c'est-à-dire différenciation hommes-femmes. Ça, c'est un problème, parce que pour nous, pour savoir où nous en sommes, il est important de savoir combien d'hommes et combien de femmes sont des licenciés, par exemple dans le cyclisme, ou encore plus loin dans le tennis de table. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut remarquer ici, et ça, je ne sais pas si c'est une cause, si c'est des effets de cette cause ou c'est la cause de ces effets. Deux fédérations, la fédération de handball et la fédération de volleyball, qui sont présidées par des femmes, ont le plus haut taux de participation féminine. Et ça, c'est une leçon que l'on retient par rapport justement à la pratique au niveau des fédérations haïtiennes. Quant à l'encadrement justement de ces jeunes, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique fait des formations, organise des formations, que ce soit au niveau des bourses qui sont accordées pour que des jeunes aillent se former en éducation physique. À Cuba, au Venezuela, puisque ce sont ces pays généralement qui accueillent nos jeunes, hormis naturellement la Conféges, les pays membres de la Conféges, on se retrouve avec environ 40% de femmes ayant reçu une formation en éducation physique. Et au niveau des entraîneurs, à l'intérieur du programme d'État de certification des cadres sportifs que nous avons mis en place avec l'Association canadienne des entraîneurs via Sport Canada, nous nous sommes retrouvés avec 33% de femmes formées. Ça, ce sont des exemples parmi tous ceux que l'on aurait pu prendre ou que l'on aurait pu aller chercher comme information pour illustrer justement la présence des femmes au niveau de l'encadrement. Haïti a participé à 14 Jeux d'été avec 80 athlètes. Et quand on a fait le dénombrement, il n'y avait que 15 femmes athlètes à participer aux Jeux olympiques. Il y en a que vous avez sûrement rencontrés au cours des compétitions internationales ou même au cours des Jeux olympiques. Au tennis, il y a eu Neissa Etienne, Nadine Faustin en 2000 en Australie, en 2008, Gino Etienne, Ange Merci Jean-Baptiste au judo. Et je dois vous dire que c'est l'une des disciplines sportives en Haïti qui a le plus de pratiques, le plus de pratiquantes, j'ose dire. Le plus de pratiquantes, c'est justement le judo. Et c'est l'une des disciplines où Haïti a le plus de médailles au niveau régional.
vous savez ce qui m'a surpris un peu quand j'ai essayé de savoir combien de journalistes femmes actives qu'il y avait en Haïti, je me suis retrouvée avec 5. Mais j'ai aussi noté qu'il y avait un journaliste qui faisait le plus la promotion des femmes, et c'était un homme. Avoir des journalistes femmes, oui, mais d'un autre côté aussi. Il faut qu'elles soient sensibilisées et qu'elles puissent faire passer le message justement pour la promotion des femmes dans le sport. Au niveau de la gouvernance, je l'ai analysé à 3 niveaux. Au niveau du ministère, au niveau des fédérations nationales, au niveau du comité olympique haïtien. Au niveau du ministère, la structure gérant le sport en Haïti existe depuis 1938. Et ce n'est qu'en 2013 qu'on a eu la première femme ministre des Sports, ministre de la Jeunesse des Sports en Haïti. Ça a été une première. Naturellement, le ministère, depuis plus d'une dizaine d'années, encourage et nous exige, justement, dans nos activités, dans tous nos programmes, la présence des femmes. Je vais vous raconter quelque chose. Je venais d'arriver comme directrice des sports au ministère et c'était la première activité que j'organisais. J'organise mon activité, je dis « OK, donnez-moi la liste de ceux qui vont participer » parce qu'il s'agissait d'une activité où des jeunes formés en éducation physique devaient se rendre en province, faire une évaluation et voir exactement ce qui se passait en matière d'activité physique et sport dans ces villes de province. On m'apporte une liste de 15 personnes que des hommes. Je suis dans une direction où j'ai remarqué qu'il y avait autant de techniciens que de techniciennes, autant d'hommes que de femmes. Et pourtant, j'ai reçu une liste de 15 garçons. C'est un chef de service qui est venu me l'apporter, un homme. Je lui dis « Merci beaucoup, je suis bien contente, mais tu sais ce que tu vas faire? Tu retournes avec ta liste. Tant qu'il n'y aura pas de femmes sur cette liste, vous ne sortez pas. » Et je vous assure qu'à partir de ce jour, personne n'a osé m'apporter une liste où il n'y avait pas de femmes, parce qu'il savait qu'au départ, j'allais la refuser. Au ministère, on se retrouve avec 23,5% de femmes sur plus de milliers d'employés. Et sur ce millier, il n'y a que 10,6% de femmes, cadres supérieurs. Et en matière de spécialistes en sport, heureusement, 34%, vous imaginez ce que ça veut dire quand il s'agit d'un ministère avec 3 secteurs, sport, jeunesse, action civique. Donc pour nous, c'est bon, justement, qu'il y ait autant de femmes à ce ministère. Bon, mais il faut vraiment passer du bon à l'action, c'est-à-dire que concrètement, on est le reflet de ce pourcentage un peu partout. Au niveau des fédérations, quand on prend justement la structure exécutive des fédérations, waouh, j'en ai 4 sur pratiquement 6, là, 8, 10, qui n'ont pas de femmes. Ça, c'est grave. Mais ne vous inquiétez pas, hein? Encore le handball et le volleyball, dans leur comité directeur, il y a plus de femmes. Est-ce que c'est parce que ce sont des femmes qui président ces comités de fédération nationale? Ce sera sûrement une question à laquelle la réponse sera très intéressante dans quelques temps. Au niveau du comité exécutif du comité olympique haïtien, on se retrouve avec justement 36% de femmes. C'est déjà bon parce que je crois que c'est seulement aux dernières élections que c'est passé à ce taux. Il y en avait beaucoup plus. Je dois vous dire qu'en matière, en tout cas en Haïti, pour nous, femmes impliquées dans le sport, puisque je ne l'ai pas dit, il y a aussi un groupe de travail, une commission féminine au niveau du comité olympique haïtien. L'important, ce n'est pas seulement d'encourager les femmes, mais de les sensibiliser aussi à ce qu'il faut faire, comment il faut être. Et justement, le thème de cette conférence, conduire le changement, mener le changement et être le changement. Je crois que c'est ça qu'on doit adopter et que nous autres, nous proposons d'adopter en Haïti pour que justement des femmes puissent accompagner d'autres femmes et les aider, les intéresser à être
des leaders, justement, pour avoir plus de femmes dans le sport en Haïti et pourquoi pas dans tous nos pays de la Conféges. Merci de votre attention. Tout de suite, on a raté la musique. On va y revenir. Mais tout de suite, nous allons avoir la déléguée, la déléguée de Madagascar, le docteur Odile Edith, qui va nous présenter justement comment ça se passe au Madagascar. Odile. Je vais demander aux autres intervenantes de venir plus près de nous, s'il vous plaît, à la première rangée, pour que la transition se fasse plus rapidement. Odile est déléguée nationale de Madagascar, mais aussi coordonnatrice régionale. Odile, tu as le micro. Tu fais avancer ton PowerPoint et tu lis devant toi. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bon, comme on l'a présenté, je suis Razaka Maef Odile Edith, docteur en sciences et techniques des activités physiques et sportives. Et je suis déléguée régionale de la zone E. Donc il s'agit de l'océan Indien et les Caraïbes. Donc, je remercie ma collègue Valiola de m'avoir donné la parole. Je vais présenter donc la place de la jeune fille et femme malgache dans le sport. Tout d'abord, je présenterai rapidement les femmes sportives malgaches, leur contribution au développement et au rayonnement du sport dans le pays lors des compétitions. Ensuite, les principaux rôles et résultats du sport-études et de la formation à l'Académie nationale des sports. Ensuite, j'entamerai donc quelques activités de la Conféges dans les activités des sports à Madagascar. Le sport féminin et le sport des personnes vivant avec un handicap. On a aussi des participations féminines à ces sports-là. Donc, enfin, il y a la féminisation des pratiques sportives, les statistiques des licences et licenciés dans les fédérations malgaches de 2001 à 2011, ainsi que les femmes dans les Jeux olympiques. Donc ici, les principaux rôles et résultats du sport-études et de la formation à l'Académie nationale des sports. L'Académie nationale des sports, donc, c'est une institution qui s'en charge des formations pour les athlètes et les formateurs, les éducateurs sportifs. Il y a deux entités qui s'en chargent du sport à Madagascar. Il y a l'École normale supérieure de l'Université de Madagascar, filière éducation physique et sportive, et il y a donc l'Académie nationale des sports qui donne les formations aux éducateurs sportifs. Donc, réussir la scolarité pour mieux vivre la passion du sport, c'est le double objectif que propose le projet Sport-Études concocté par le ministère du Sport actuellement. Un projet qu'il va concrétiser avec l'Académie nationale des sports, le TAFIT et les fédérations sportives. Pour commencer, il y a donc une soixantaine de sportifs issus de 9 disciplines, à savoir l'athlétisme, la natation, l'haltérophilie, le judo, la lutte, le tennis de table, le basketball et le handball. Donc, ces sports-là ont bénéficié du projet. Non seulement ce sont des disciplines olympiques, mais ils sont également pourvoyeurs de médailles aux différentes compétitions internationales dans les Jeux des îles de l'océan Indien et
concernant les sports collectifs, les fédérations, ils ont leur programme de relève qu'il faut aussi soutenir. Là donc, on retrouve l'Académie nationale des sports et qui abrite actuellement les 60 sportifs étudiants et qui évoluent à l'ANS. Il y a 30 filles et 30 garçons. L'Académie nationale des sports, il y a la formation des détecteurs et préparatifs de la relève, formation en coaching sportif de haut niveau, renforcement des capacités, promotion et gestion d'événements sportifs, valorisation des expertises au niveau des mouvements sportifs, formation de détecteurs de préparation de relève sportive et autres encore. Dans tout ça, il y a aussi la Conféges qui participe à promouvoir le sport à Madagascar. Là, il y a une participation féminine au stage de Conféges. C'est une athlète en formation à Maurice et elle a bénéficié donc de bourse de la Conféges. Il y a aussi la participation au meeting paralympique de Paris et la participation de promotion des activités féminines et du genre pour les personnes vivant avec un handicap. Là, on se retrouve avec le nombre de cadres hommes et femmes en 2011 dans le comité directeur de 21 fédérations sportives à Madagascar. Comme il me reste si peu de temps, je laisse défiler, comme il s'agit des statistiques. Entre 2001 et 2011, le taux de participation féminine va de 12,5% à 41,6%, sans qu'il n'y ait de progression régulière et linéaire, le taux moyen de participation étant de 28% pour la décennie. Enfin, il y a la participation des athlètes féminins et masculins, donc au JO. Sur les 3 derniers Jeux olympiques, les épreuves de l'excellence internationale montrent que les athlètes féminins sont parfois plus nombreuses que les athlètes masculins. Ça, c'était le cas en 2004. Mais à Pékin, en 2008, seule une femme a participé pour 6 hommes. En 2004, il y a 5 femmes et 4 hommes. Et en 2012, à Londres, il y avait 4 femmes et 3 hommes. Ces athlètes de haut niveau prouvent que la femme a bien un potentiel. Donc, je vous remercie de votre aimable attention. Merci Odile. Je t'invite à retrouver les autres du GTCF autour de la table. Merci. Et voilà, la Mauritanie. Tabara Gaye. Tabara, professeure d'éducation physique, mais je dois vous dire au départ, c'est une animatrice. Hein? Je ne sais pas si elle va commencer par l'animation ou finir par l'animation. Tabara, tu fais avancer là. Bonjour, tout d'abord. Bon, je pose c'est moi qui vais défiler. Ok, d'accord. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter, enfin, pas de me présenter, de m'excuser, parce que je suis un peu malade et j'ai la voix qui est cassée quand j'ai une angine depuis plus de 5 jours. Donc, je pense que là... Donc, je pense que... D'accord. Donc, on va commencer par la musique, si vous le voulez, ou bien on termine avec la musique, si vous le voulez bien. Donc, mais la salle doit se réveiller quand même. Bon, voilà, je vous présente tout d'abord la Mauritanie, qui est située
dans le nord-ouest de l'Afrique. Elle est membre de la Ligue arabe, de l'Union du Maghreb arabe, de l'OMVS et de l'Union africaine dont nous assurons la présidence. Donc je vous signale aussi que la Mauritanie est 100% musulman. Donc vous voyez d'où la difficulté quand on parle du sport féminin. Elle est constituée, la Mauritanie constitue un point de passage entre l'Afrique du Nord et l'Afrique noire. Donc sa population est constituée de 4 ethnies, dont les Maures, les Wolofs, les Soninké et les Peuls. Donc une ethnie arabe et les 3 autres, c'est une ethnie qui habite l'Afrique noire. L'Afrique noire donc. Donc chaque Mauritanien, excusez-moi, donc dès les premières années qui ont suivi notre indépendance, nous avons eu des femmes qui ont occupé des postes importants au niveau de l'administration, au niveau politique et au niveau dans le domaine politique. Bon, donc je passe directement aux fonctions que ces femmes ont occupées. Tout d'abord, présidente du mouvement des femmes du Parti du peuple mauritanien. Ça, c'était déjà juste 9 ans après notre indépendance, ou bien 10 ans. Présidente du Conseil supérieur des femmes, et nous avons eu des femmes députées, femmes secrétaires généraux, femmes directrices dans les différentes instances supérieures, donc de l'enseignement, de l'administration et de l'école normale supérieure, c'est-à-dire la formation des professeurs. C'était dans les années 71-72 que nous avons eu la plus grande avancée quand je parle du domaine sportif. Déjà, un pays islamique, et nous nous sommes retrouvés avec des femmes qui faisaient le sport. Et particulièrement, je ne cesserai pas de citer une femme qui est mon idole, je peux dire, qui était la première, cette femme, à pratiquer ces activités sportives avec les hommes, s'il vous plaît, et qui avait toujours des problèmes, d'énormes problèmes. Donc nous avions des filles qui faisaient le hand, déjà très tôt l'athlétisme, et le basket. Mais attention, sans télévision. Voilà, et donc c'était vers les années 71-72. Donc, excusez-moi. Donc, je suis allée un peu vite. Donc c'était pour vous parler de cette femme qui est habillée en rose. C'est celle-là qui a pratiqué le sport en portant des culottes, une culotte. Elle a été au commissariat partout. C'était vers les années 71-72, juste après notre indépendance. Elle s'est battue. Donc c'est la première femme à pratiquer le sport en Mauritanie. Donc c'était mon idole. Elle est accompagnée des pionnières. Vous avez la première femme de notre président Makhtar Oudada, le premier président de la République islamique de Mauritanie. Et c'est des femmes pionnières qui sont là et qui travaillent et qui continuent à travailler avec moi jusqu'à nos jours dans le domaine sportif. Et je ne manquerai pas de citer cette professeure de lettres et le secrétaire général de la Fédération de basket qui continue à mélanger beaucoup, à faire beaucoup pour le sport de manière générale. Donc ces deux femmes-là, cette femme dont je viens de vous citer, a été élue tout d'abord trésorière de la Fédération de basket, et avec une autre qui était commissaire au compte à la Fédération d'athlétisme. Et cette même femme qui était élue comme trésorière, cette dernière, dans les années qui ont suivi, comme je vous disais, la femme, à travers la pratique sportive, occupe des postes importants au niveau national et international. Donc nous avons, voilà les postes qu'elle a occupés. Elle a été membre de la commission féminine chargée des juniors au sein de l'AFABA et de la FIBA, Fédération internationale de basketball amateur. Donc vous avez pu, et de la zone 2, elle fut aussi secrétaire générale zone 2. C'est cette même femme que je vous ai montré qui était en rose. Donc Conseil supérieur en Afrique. Donc cette femme a fait beaucoup pour la Mauritanie. Donc il y a une progression. Des jeunes femmes ont été envoyées à l'extérieur, c'est-à-dire au Maroc et en Algérie, pour être formées comme animatrices de jeunesse et d'éducation populaire. Mais déjà en 1981, nous avons eu 3 filles mauritaniennes qui sont... Nous avons un centre de formation des cadres de la jeunesse et des sports qui a commencé à former des enseignants de sport bien avant. Mais les filles n'ont accédé qu'en 1980. Donc ces 3 filles étant sorties étaient des enseignantes de sport, dont 2 au niveau de Nouakchott et une à l'intérieur du pays. Et vous pouvez savoir qu'est-ce qu'elles ont eu comme problème, ces filles-là. Donc plus tard,
ce n'est qu'en 1988 qu'une femme est sortie de l'Institut supérieur des sciences et des sports de Darmstadt en Allemagne. Et cette femme, qui fut la première femme professeure d'éducation physique et sportive de la Mauritanie, je me présente, Madame Tabara Gaye. S'il vous plaît, applaudissez. Oh là là. Ou bien je ne mérite pas. Voilà. Donc je continue. Bon, ce n'est qu'en maintenant, de 1981 à 88, on trouve au moins dans chaque fédération une femme. Donc je vous avais cité avant les 2 femmes qui existaient. Donc il y a une évolution de 81 à 88. Donc de 89 à nos jours, les femmes occupent des postes de responsabilité dans les différentes fédérations. Et nous avons une ancienne basketteuse qui est présidente de la commission femmes au niveau du Comité national olympique. La Tunisienne la connaît très bien. Donc, excusez-moi. Donc, j'ai été vite. Je vais descendre. J'ai passé vite. Non, le test est passé. D'accord. Donc, je vais directement aux acquis et perspectives. Bien que notre pays n'a pas encore atteint la parité comme dans les autres pays, hommes et femmes, un rude combat a été mené par les femmes et d'importants efforts sont réalisés dans tous les domaines. Je parle sur le plan politique. Nous voyons des femmes qui ont, par exemple, nous avons une femme ministre dès 1975. J'ai oublié de vous signaler là où ce n'était pas évident qu'une femme soit ministre, donc une femme ministre. Donc, en tête, sur le plan politique, nous avons des femmes en tête de liste. Bon, nous avons des femmes gouverneurs, nous avons des femmes ambassadrices, nous avons des femmes secrétaires généraux. Bon, et actuellement, les photos qui viennent de défiler, c'est bon, sur le plan sportif, des projets ont été réalisés. Donc, j'ai parlé des postes de responsabilité qu'occupent ces femmes au niveau des ministères. Tout d'abord, je vais citer, vous avez été un peu plus, la formation des cadres. Nous avons, dont je vais parler, nous avons des cadres, le centre qui était rouvert. Hein? D'accord, donc le centre qui était fermé depuis plus de 17 ans a réouvert ses portes en formant des cadres de sport, dont 100 personnes. Et dans ces 100 personnes, c'était en 2009, vous pouvez trouver 15 cadres de la jeunesse, 15 animatrices de jeunesse, femmes, et 10 de sport, et son sang. Donc, de 2010 à 2013, nous avons 85 cadres qui ont été formés, dont 15 filles, 5, 4 donc pour la jeunesse, 1 pour le sport. De 2013 à 2014, nous avons 55. Je sais que c'est passionnant. Tu t'y perds. Oh là là. Tu t'y perds tellement c'est passionnant pour toi. Donc, on va mettre de la musique. Malheureusement, on n'aura pas le temps de la musique. Okay. Malheureusement, parce que là, on est pressé par le temps. Mais je dois vous dire que Tabara, sa passion relève du fait qu'elle est pionnière dans tellement de choses, tellement d'activités sportives en Mauritanie, que ça se traduit même à travers la longueur. Même quand on réduit pour elle, c'est toujours long. Bon, merci Tabara. Tu rejoins les autres, s'il te plaît. Yamale du Togo. Je suis sûre que ça va aller rapidement, là. Le Togo est rapide, n'est-ce pas, Yamale? Yamale est professeur d'éducation physique au Togo et délégué national, justement, sur le groupe de travail Femmes et Sport de la Conféges. Merci, Valiola, pour m'avoir donné la parole. Mesdames, messieurs et les participants, permettez-moi d'abord de vous adresser les salutations sportives de Madame la ministre des Sports et des Loisirs du Togo. Et la problématique d'insertion des femmes dans les instances politiques, administratives et sportives constitue un sujet d'actualité et préoccupe les autorités togolaises. Je lis là-bas. Oui. En effet, dans son discours à la nation,
du 26 avril 2013, le président de la République du Togo a évoqué son engagement à promouvoir les femmes dans tous les domaines, instituer un ministère chargé de la femme, décréter la gratuité de la césarienne, encourager la scolarisation de la jeune fille par la gratuité de l'école primaire et l'octroi des bourses aux filles méritantes, la baisse de l'écolage des filles. Tu as trop avancé. La baisse de l'écolage des filles dans les secondaires, etc. Sur le plan, je ne me retrouve pas. Sur le plan de la sensibilisation, le ministère des Sports et des Loisirs a organisé une conférence sur le leadership des femmes au milieu sportif, a animé un projet depuis 3 ans sur le leadership féminin en milieu scolaire, a mis sur pied des clubs féminins de football. Sur le plan administratif, pour la première fois depuis la création du ministère en 1972, une femme a été portée à sa tête le 17 septembre 2013 en la personne de Mme Angèle Amouzou Djaké Bansa, celle qui a tout fait pour que je participe à cette conférence. Ok. Je ne dis pas. Sur le plan pratique, il y a l'encadrement de la pratique sportive de masse pour les femmes. La ministre des Sports et des Loisirs s'est fixée pour objectif d'atteindre d'ici 2018 un pourcentage de 50%. Et tout d'abord, j'étais sur le bilan. Maintenant, c'est les perspectives. Il y a la sensibilisation dans toutes les écoles, dans les ateliers, précisément en coiffure et en couture. Il y a des centres de formation, et formation en leadership, en administration et en gestion. Tu peux monter un peu. Collaboration avec le Comité olympique, national olympique pour la participation des femmes au stage de la solidarité olympique. Promouvoir les candidatures féminines. Encourager et promouvoir la formation des jeunes filles à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Mettre des garde-fous pour lutter contre le harcèlement et la violence faite aux femmes dans le sport. Encourager le financement des projets sportifs soumis par des femmes et pour des femmes. C'est fini. Ok. De nos jours, la politique de l'État est orientée vers l'encouragement à occuper des postes de responsabilité. Au ministère des Sports et Loisirs, on note des avancées sur le plan administratif et sportif. D'autres avancées au niveau de la pratique du sport de masse par les femmes ont été constatées. Merci pour votre attention. Merci Yamale. Tu vas trouver les autres, s'il te plaît. Tu rejoins les autres sur la table. Merci Yamale pour cette présentation sur le Togo. Ce qu'on a retrouvé de commun, c'est qu'on se retrouve avec des femmes impliquées dans les ministères, certaines fois aussi impliquées au niveau des comités nationaux olympiques, des associations de femmes. En tout cas, c'est un plaisir d'accueillir sur le podium maintenant la Tunisie pour sa présentation.
la présentation de la Tunisie sur les représentations sociales du carriérisme sportif féminin en Tunisie. C'est une autre manière de voir, justement, les femmes dans le sport en Tunisie. Attends, dis-moi, ça c'est D'accord. Bonjour. Alors, je me présente, Imen Benamar, maître assistant en sciences sociales à l'Institut supérieur de sport et d'éducation physique de Tunis. Alors, mon intervention d'aujourd'hui est un essai d'un résumé de ma recherche doctorale intitulé « Les représentations sociales du carriérisme sportif féminin en Tunisie, essai sur les femmes post-carrière sportive ». Alors, la notion de carrière utilisée dans cette recherche est mise en œuvre par Everett Hugh en 1925 dans une approche des professions qui permet d'appréhender les étapes d'accès et d'exercice d'une profession comme une suite de changements objectifs de position et comme aussi la série de remaniements subjectifs. La notion de carrière, nous l'avons croisée avec les processus de représentation sociale qui transforment les mots, le langage corporel, les images motrices en discours panachés de symboles sociaux et historiques, donc donnant ainsi un sens commun et idéologique chez les sportifs, d'où la représentation sociale de la carrière. Alors, l'application de ce croisement dans notre recherche était dès lors capitale pour la compréhension et l'analyse de l'engagement de la Tunisienne dans une carrière sportive qui reste, semble-t-il, emblématique malgré les profonds changements que la société a vécu dans ce domaine et malgré les encouragements et les subventions accordées au potentiel sportif féminin. Alors, l'incompréhension de la culture du carriérisme sportif s'est ressentie sur les résultats de l'élite féminine à l'échelle mondiale. Alors, nos interrogations: comment les sportifs rendent-elles la réalité de leur carrière intelligible? Comment représentent-elles leur carrière? Et enfin, les représentations sociales du carriérisme sportif féminin en Tunisie risquent-elles d'être en crise? Alors, nous avons interviewé de la région de Tunis 38 anciennes sportives d'élite de différentes disciplines. Ces interviews ont été analysées par la méthode biographique afin de saisir la volonté de chaque sportive à suivre sa trajectoire sociale et aussi sportive. Alors, comme moyen et outil d'investigation, nous avons utilisé le récit de vie et l'entretien non directif de la recherche. Alors, nous avons 4 phases dans la carrière sportive féminine. La première phase, c'est le contexte socio-sportif, en termes de lieu, mode de socialisation infantile, sexuée, etc. La deuxième phase, c'est la carriérisation, c'est l'analyse propre de la pratique amateur et de la pratique professionnelle. La troisième phase, c'est la fin de la carrière. Et enfin, la quatrième, qui est la reconversion. Alors, comme on a dit dans la problématique, malgré les efforts pris par l'État, à savoir 20% des revenus de la Caisse nationale sont réservés au sport féminin, et malgré l'accroissement de l'infrastructure sportive sur toute la Tunisie, la représentation sociale de la carrière est dévalorisée. Elle est dévalorisée par l'environnement, y compris par les filles même. Alors, d'où le manque de croyance en une carrière sportive avec un énorme défaut d'investissement. Ce défaut d'investissement va affecter directement la qualité de l'encadrement, la qualité de la préparation et la qualité de la perception dans une carrière professionnelle, ce qui limite bien sûr le niveau d'aspiration des filles. Ce manque d'aspiration est ressenti pendant la carrière amateur et aussi au début de la carrière professionnelle, où l'encadrement a fait défaut. Il a fait défaut d'ordre social et sportif. D'ordre social ou à cause plutôt des origines et attitudes au regard de la sportivité des filles, à cause ici des difficultés économiques et sociales de certaines. Parmi les causes directes de ces défauts, c'est le complexe familial qui peut
être incitateur ou inhibiteur à la pratique sportive. Tout dépend des conditions sociales, de l'incertitude de milieu, de la notion modernité, tradition, etc. Alors, l'encadrement a fait aussi défaut d'ordre sportif par le staff technique, principalement par l'entraîneur, qui généralement favorise une relation, des rapports affectifs peu fragilisés. Donc, ces difficultés et ce manque d'aspiration vont appauvrir l'environnement culturel et sportif de la fille. Alors, du coup, ce qui est normalement un facteur de performance devient, pour les filles, un facteur de contre-performance. Donc, dès lors, elle se trouve coincée, cette sportive, entre la performance et le contre-performance. Voici quelques témoignages. Je suis d'une famille populaire. Mon père travaillait comme chauffeur. Ma mère ne travaillait pas. Nous sommes une famille traditionnelle, donc ce n'était pas facile de leur faire comprendre ma sportivité, disait Herbel. Alors Hiba plutôt, excusez-moi, c'était pas bien vu d'être sportive. Notre entraîneur préférait entraîner plus les mecs que nous, disait Fayrouz. Alors, autre témoignage, malgré l'encouragement et la promotion du sport féminin, on était très mal organisé et même encadré, disait Rayhana. Pour être performante, il nous fallait un bon encadrement, disait Badra. Alors, l'encadrement a fait défaut dans le sport, surtout pour les filles de milieux défavorisés, qui devient pour eux le sport un apport de salut et beaucoup plus un instinct de survie. Alors, ce qui devient une motivation fondamentale tout au long de leur carrière, malgré les conflits et le prix fort à payer. Elles ont vécu la majorité des filles, des interactions et des conflits assez complexes et ambigus avec le staff technique et le ministère. Il semble que les conflits sont la clé de la réussite ou de l'échec de cette carrière, surtout la carrière professionnelle. Alors, ces conflits sont à double tranchant, des conflits constructeurs et des conflits destructeurs, favorisant ainsi la relation gagnant-gagnant ou gagnant-perdant. Deux conflits se sont manifestés. Nous dénonçons ici la violence et le harcèlement. La violence, d'ordre verbal bien sûr, et physique. Voici quelques témoignages. L'entraîneur était sévère avec nous. Il agressait les filles en cas d'indiscipline. Il nous a frappé une fois à cause d'une absence collective, disait Intissar. L'entraîneur n'a jamais été à la hauteur. Il était régionaliste. Il nous insultait pendant l'entraînement, excusez-moi. J'étais complètement exclue du groupe. On me frappait violemment et je ne disais rien car j'étais sélectionnée au jeu et j'avais peur de répliquer. Je m'abstinais, disait Ferdaus. Alors, quant à l'harcèlement, nous avons l'harcèlement moral et l'harcèlement sexuel. Voici quelques témoignages de l'harcèlement moral. Herbel, ils me disent que je suis vieille. Afef, d'un côté, ils me disent que je suis vieille et de l'autre, ils m'appellent pour la compétition. Ici, l'âge figure parmi les techniques de harcèlement. D'autres témoignages. Ils me disaient avant chaque compétition que le ministère t'éloignera de l'équipe si tu ne fais pas un bon résultat et que c'était ma dernière chance. J'ai dû donc travailler dur pour ne pas me faire renvoyer. X, le dragueur aussi, en rentrant, je leur ai dit que je ne leur devais rien et qu'ils ont maintenant une médaille d'argent et qu'ils pouvaient me laisser tranquille, j'étais pro. Donc ici, l'harcèlement moral devient plus une source de vaincre, une source de motivation qui va se persévérer tout au long de leur carrière. Quant à l'harcèlement sexuel, on a eu des problèmes. Notre entraîneur est le seul homme qui dormait dans la même chambre que nous, que les filles plutôt. Au sauna, il nous accompagnait tout le temps. Un jour, il nous a insultés. Nous avons déposé plainte au bureau fédéral et il était immédiatement exclu. Alors, je vais juste faire plus vite. Donc, c'est l'harcèlement et la violence, c'est plus un produit de stimulation, de motivation, de défi, de force. C'est une affaire d'abus de pouvoir. Les filles généralement adoptent
dans ces cas-là, l'attitude de la sourde oreille afin de garantir leur reconversion, où la majorité, 26 des femmes, se sont reconverties dans le milieu sportif et les autres hors du milieu. Les sportifs utilisent souvent une stratégie intentionnelle de stabilisation de la carrière et de reconversion dans le cadre de négociations de performance contre visibilité de la précarrière. Alors, cette carrière, elle est bricolée et façonnée et arrangée par elle-même, avec ou sans le soutien de l'encadrement. Et l'incompréhension de la professionnalisation de la carrière dépend de différentes actions individuelles de chaque sportif. Enfin, la carrière, c'est une médiation sociale pour elle. C'est le manque de résultats qu'on a en Tunisie et plus la conséquence des facteurs de tâtonnement de chaque sportive de haut niveau et de la perception modérée du haut niveau qui est perçue comme une passerelle socio-économique qu'une professionnalisation. Conclusion, la carrière, l'apprentissage d'un savoir-faire à favoriser la construction d'une représentation de la pratique en termes de carrière. Enfin, la carrière sportive des femmes est représentée par elle-même comme une carrière chaotique et bricolée, ce qui nous amène à dire que la carrière féminine tunisienne est en crise. Merci pour votre attention. Je ne savais pas que j'avais du temps. Ça, on commence à imaginer. J'ai fait le maximum. Merci, Imen. Merci pour cette présentation. C'est certain que... Alors, je ne sais pas, Imen vient de conclure en disant que la carrière de la femme tunisienne est en crise. Alors, je vous pose la question, mesdames. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose de vos pays? Est-ce que ce qu'Imen nous a présenté là comme travail de recherche pourrait être appliqué à chez vous? Parce que là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je me suis rendu compte qu'en réalité, par rapport à la Confégès et à sa répartition par zone, pratiquement toutes les zones sont présentes ici sur le panel. Oui, Ariane? Merci, c'est bon? Oui, merci Valéria, merci le GTCF d'avoir si bien rendu les activités que vous menez dans vos pays. Je voudrais dire que chacune a présenté ici la spécificité de son pays et la Confégès est heureuse de voir que l'originalité est restée et que les actions que nous menons dans les pays sont vraiment dirigées en faveur de ces originalités-là. C'est ainsi qu'en Mauritanie, les actions que nous y menons sont différentes de celles que nous menons en Tunisie. Celles que nous menons à Haïti sont différentes de celles que nous menons à Madagascar, Togo et Cameroun. Mais la conclusion d'Imen est vraiment à développer. Elle est à développer parce que n'oubliez pas que nous avons à la Confégès mis le cap sur 50-50. Je suis francophone, mais permettez-moi de le dire, 50-50. Vous voyez? Et à la fin, elle a dit, la carrière sportive des filles est en crise. Elle est bricolée, oui, et c'est à cela que nous travaillons pour mieux rassurer les femmes, pour procurer aux femmes une carrière vraiment harmonieuse, de manière à ce qu'à la fin, sans avoir à subir tous les harcèlements, les découragements, les freins traditionnels, les blocages administratifs et autres, qu'elles puissent garder le cap, que tous ces blocages-là deviennent des motivations et qu'elles construisent leur carrière vraiment en avançant droit vers le but, sans se laisser distraire par des manigances de toutes sortes dont les femmes sont souvent victimes. Et je voudrais, par exemple, pour Tabara, nous avons eu la pionnière qui a osé. Ensuite, nous avons eu une petite fille qui, ayant participé toute seule à un close, je ne sais pas si Tabara se souvient, avait gagné une cuisinière, un congélateur, et du coup, c'est son grand-père, pas son père,
qu'il encourageait à y aller parce qu'il fallait équiper toute la famille. Comme quoi, n'importe comment, on y parviendra. C'est en crise, mais la Confégès développe une activité en faveur de la décennie francophone pour y parvenir. Je vous remercie. Merci, Ariane. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait ajouter quelque chose par rapport à ça? Je crois que c'est vrai qu'on est en francophonie, c'est la diversité. Et cette diversité, on a pu la voir à travers justement ces différentes présentations. Il y a la spécificité de chaque pays, mais le problème, femmes, sport, femmes dans la pratique sportive reste le problème qui est posé justement à chacun de nos pays. Tout à l'heure, j'ai entendu Madagascar, Odile, nous dire qu'au niveau de l'Académie nationale des sports, c'est parfait ça. C'est l'équité. 50% de femmes, 50% de garçons. Comment vous y arrivez? Ça me surprend parce que je dois dire que chez moi aussi, on a ce genre de centre où on accueille les meilleurs. C'est de la détection de talent et puis on fait rentrer les meilleurs. Waouh, on n'arrive pas encore à autant de filles que de garçons à l'intérieur. Oui, merci beaucoup pour la question, Valula. Comment on a fait pour arriver à l'équité, à l'égalité de nombre et puis à la participation féminine qui est presque égale à la participation masculine. Donc, ce sont des athlètes qu'on a détectés et puis il y avait plusieurs disciplines, mais nous avons fait en quelque sorte qu'il y aura donc parité et égalité de chance entre les femmes et les hommes. Parce que c'est déjà l'objectif de GTCF pour promouvoir et crier tout le temps haut et fort qu'il fallait avoir une égalité de chance entre les jeunes filles femmes et les hommes. Donc c'est par rapport à tout ça. L'Académie nationale des sports est une institution de formation et ça donne une ouverture pour les athlètes et pour les encadreurs sportifs de briller dans leur futures fonctions. Donc notre rôle, c'est toujours de garder et de tenir le sport et genre, l'égalité de chance entre les hommes et les femmes. Merci. Merci Odile. Ariane, tu ajoutes quelque chose? Oui, merci. Je voulais dire que à la Confégès, et les pays ici présents peuvent l'attester, à la Confégès, nous avons la chance d'avoir les meilleurs athlètes du continent que nous accompagnons par une bourse. Et il s'est avéré que en 2012 et 2013, les meilleurs résultats nous sont venus des filles. Et c'est pour cela que dans les pays, nous incitons les autorités à donner un peu plus de chance aux filles. Et Madagascar peut l'attester. Nos boursiers à Madagascar sont des filles. Pourquoi? Parce qu'elles sont, d'ailleurs elle l'a dit, les résultats de Gaborone le prouvent. Elles rendent les meilleurs résultats. Mais le problème que nous avons, c'est d'amener ces filles à oser participer pour rendre ces résultats-là. C'est ça le problème, oser participer. Et je crois qu'à Madagascar, on ose de plus en plus et que bientôt, Madagascar sera certainement le fanion. Merci. Merci. Oser participer, excuse-moi. Vas-y. Oser venir sur le stade pour participer, oser se mettre le parent traditionnaliste à dos pour arriver sur le stade, pour pouvoir courir comme un petit garçon, entre guillemets. Mais de plus en plus, on se rend compte que les garçons sont devant la télé avec leurs manettes, pendant que les filles sont dehors, en train de courir partout. Merci. Merci. En tout cas, j'espère que les filles ne vont pas se mettre à courir comme les garçons, mais à courir comme des filles. Il y a une question, oui? Oui, s'il y a une question, ce serait bienvenu. Oui? Il faudrait venir nous trouver, ce serait intéressant, ça?
Et comme l'a dit Ariane, il faut oser. Et je crois que c'est ce que, malgré les turbulences de la Mauritanie, c'est ce qu'a fait justement les femmes mauritaniennes. Alors, merci beaucoup pour cette petite réunion. Merci au IWG de vous avoir accordé une petite session. Oui, tout à fait. Mais j'aurais bien aimé voir les gens de l'IWG, parce qu'ici, il y a les orateurs et 10 personnes. Donc, si on nous a offert un petit espace pour discuter, c'est vraiment merci beaucoup. Mais il faut transmettre notre voix. On dit que la femme sportive, la situation de la femme sportive est en crise. Moi, je dirais, je ne suis pas pessimiste, je suis vraiment très optimiste. Moi, je dirais la francophonie est en crise. On est en crise et on est plein dedans. Et là, c'est vraiment une belle traduction de notre situation. Alors, j'ai quelque chose dans la répartition zonale de la première communication. J'ai pas vu la Tunisie, je suis tunisienne, alors Oui. je sais. Il y a eu une percée, on peut parler un peu de la Tunisie. On est arrivé à un certain moment à un certain plafond. Aujourd'hui, on est en situation de crise, ça fait plus que 3 ans et demi, avec ces pseudo-révolutions et cette situation de la femme en Tunisie, avec l'apparition de ces extrémistes. Donc, notre lutte va être double. C'est une lutte qui va devenir plus ardue parce qu'aujourd'hui, ils sont en train d'essayer de casser la femme, de casser là où elle est arrivée avec toute l'évolution. Et là, Et ils ont commencé. Et on a bien vu ça. Moi, je suis plein dedans. On a un problème énorme avec l'apparition de l'islamisme et de ce port de voile. Donc, notre position est très grave. Je dirais plus grave que dans certains pays où il n'y a pas eu de progression de sport féminin. Autre chose, je dirais qu'en Tunisie, si on est arrivé à instaurer ce taux de 20% dans les fédérations et dans les ministères et la fonction publique, ça a été instauré depuis 1956, donc on n'a pas de problème. On ne peut plus lutter parce que ça a été fait, ça y est, c'est rentré dans nos traditions. Mais au niveau du sport, dans les postes de responsabilité, les 20% ramenés et imposés pour les fédérations, ce n'est pas le ministère, ce n'est pas les femmes qui ont des positions politiques qui ont ramené ça. C'est nous, en tant qu'association. On a travaillé sur ça, on a fait des programmes, on a fait des conférences internationales et on a imposé. On a eu de la chance d'avoir un ministre. À un certain moment, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est un ministre qui nous a bien entendus et grâce à notre président d'association, il a imposé et c'était immédiat et c'était même pas un mois après notre conférence et notre proposition. C'est un travail ardu et on a gagné. Mais on dit toujours, comme le dit Simone de Beauvoir, quand la liberté n'est pas arrachée, quand elle est offerte par un homme, ce n'est pas la vraie liberté. Aujourd'hui, on nous met dans les fédérations des femmes qui ne sont pas de carrière sportive, qui ne sont pas sportives et qui ne défendent pas l'intérêt du sport féminin. Donc elles sont là, des figurantes. Et même dans nos institutions, dans notre comité olympique, allez, citant les noms, personne n'a fait un programme pour les postes de décision pour la femme. Dès qu'il s'agit de politique, il s'agit de poste et on a peur de perdre ce poste-là. Donc, ça devient doublement grave. Je ne suis pas pessimiste, au contraire, je suis très optimiste. Merci pour cette contribution. Merci pour cette contribution. Et c'est justement... Pardon? On en a une autre. Il faudra être bref. Mais avant de continuer, j'aimerais répondre. Parce qu'il y a eu une interrogation. Et cette interrogation, la réponse est là aujourd'hui. Le GTI, le IWG, est représenté ici, en tant que modératrice. Je suis membre coopté du GTI pour représenter justement le monde francophone. Je suis donc là, le GTI est là, et je suis certaine qu'elles nous suivent et qu'elles écoutent ce que nous sommes en train de dire maintenant, les autres membres du GTI.
Donc, par rapport à ça, je dis oui, nous sommes là. Et c'est vrai, c'est une première qu'on nous ait donné ce podium pour pouvoir dire ce que nous faisons, nous exprimer et bien sûr entendre vos réactions, vous francophones. Oui? La Confégesse, franchement, elle n'est pas visible en Tunisie. Il y a des gens qui la représentent, c'est vrai, mais la visibilité, nous autres chercheurs, elle n'y est pas. De un. De deux, je voulais aussi savoir quelle est la relation de la Confégesse avec les ONG. Parce qu'il est important de s'ouvrir sur la société civile. La question de la femme en général et de la femme dans le sport en particulier doit mobiliser toutes les femmes. Donc, il est important que la Confégesse ait cette relation. Et est-ce qu'elle l'a? C'est dans ce sens que j'ai envie d'avoir des informations. Merci. Et je crois que la représentante ici sur le panel de la Confégesse, c'est bien Madame Ariane Bissic. Je vais la laisser répondre d'abord. Oui, merci Madame Majoa Moine. Excusez-moi si j'ai écorché un peu. Je voudrais dire que je commence par la fin de votre question. La Confégesse, c'est une organisation intergouvernementale. Elle réunit, en fait, elle est la conférence des ministres de la jeunesse et des sports, qui, à l'aube des indépendances, a pensé que les francophones, en se mettant ensemble, pourraient contribuer mieux au développement des questions de jeunesse et des sports pour les pays francophones d'Afrique. Et ce faisant, les autres pays francophones du monde se sont associés et c'est ainsi qu'en 1969, à Paris, est née la Confégesse. La Confégesse existe parce que c'est les ministres qui se retrouvent. Et maintenant, la Confégesse s'adapte, je vais dire, à l'actualité mondiale. Nous avons commencé à la Confégesse par simplement le sport. Ensuite, il y a eu la jeunesse. Ensuite, il y a eu les problèmes de genre. Le problème du sport pour personnes vivant avec un handicap. Ensuite, le problème de la parité homme-femme. C'était tellement important qu'il y a eu un 4e programme que nous avons baptisé Axe transversal et égalité homme-femme avec, pour le moment, la commission consultative, le GTCF, qui est le groupe de travail Confégesse, tantôt consultatif, parce que c'est un groupe consultatif de la Confégesse, pour l'avancement des femmes dans la pratique des sports et de l'éducation physique, ainsi que des activités de jeunesse. Pour ce qui est du rapport avec les ONG, de plus en plus, la Confégesse s'ouvre aux ONG parce que les États et gouvernements membres lui ont donné ce mandat. Pour cette ouverture, nous axons désormais de plus en plus vers le volontariat sportif, vers le volontariat jeunesse, vers les comités de jeunesse, les réseaux internationaux de jeunesse, les réseaux internationaux de femmes. D'ailleurs, c'est une activité phare du GTCF cette année qu'il faudrait s'ouvrir vers des partenaires œuvrant pour les mêmes objectifs. Pas dans le sport, mais dans la promotion de la femme dans toutes les activités. Et le site de la Confégesse, vous allez à www. Oui, et je suis sûre que c'est sur les panneaux dehors, voilà, parce que la Confégesse, justement, a des panneaux avec des dépliants, oui, juste à la salle où il y a toutes les présentations d'affiches. Oui. Ça a été vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. Merci à Imen, merci Ariane. Merci Marie-Louise, merci Odile, Tabara, c'est un plaisir. Yamale, merci à toutes. Merci au GTI de nous avoir offert ce podium. Merci à tous. Et on a un double, s'il vous plaît, mesdames, vous avez un double objectif, les femmes, mais aussi la francophonie. Hein? Merci tout le monde.